Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je voulais refaire une petite partie numéro 2 par rapport à la vidéo d'hier, dont on va reprendre certaines des thématiques. Mais évidemment, si c'est la première que vous regardez, je vous invite à la stopper et à regarder celle qui était hier publiée, faisant référence à l'arrivée du printemps, enfin l'arrivée, en tout cas la confirmation du cycle printanier dans les cryptos. Donc on va reprendre certaines notions déjà vues dans cette vidéo, très succinctement évidemment, et surtout on va élaborer un petit peu plus pour faire écho à la série de tweets que je vous ai mis ce matin et dont je vois qu'effectivement il y a des compréhensions plus que partielles, et je pense donc que ce sont des éléments essentiels à comprendre pour répondre à la question, donc, quelle est la structure probable de l'été qui nous attend? Est-ce que c'est encore une fois un été fulgurant comme 2021, des all-time high partout, etc. Une market cap crypto à 10 trillions de dollars dans 6 mois, puisque ce serait donc la rétrospective des cycles précédents, projetée dans le futur. Donc, entre guillemets, si on reste dans la cyclicité qu'on a connue, tous les 4 ans, Bitcoin, etc., on devrait finir le cycle à peu près entre 8 et 10 trillions de dollars de market cap, cryptocurrency, toutes confondues. Et donc, comme toujours, tout le monde reproduit les mêmes conneries, c'est-à-dire, bon, c'est un nouveau cycle, on fait comme avant, on recommence, on achète des small caps, et cette fois, j'oublierai pas donc de prendre des profits à x10, comme je vous l'avais dit. Ça me paraît compliqué, d'accord? Donc, comme je vous le mets ici, erreur, à mon avis, rien de tout ça ne va se produire, et vous raterez les profits réels que les bons projets vont délivrer, le marché a maturé, ne répétez pas le cycle précédent. Je vais argumenter par rapport à tout ça, mais avec des éléments graphiques, et surtout pas la limitation des 140 caractères. Mon avis personnel, il est plus que probable que le super cycle qui était vendu en 2021 et dans lequel moi-même je suis tombé, je vous le rappelle, soit en train de se lancer, des rendements moins fulgurants et plus longs à obtenir. Je pense que nous allons casser le cycle historique des halving Bitcoin qui ne sera plus la force motrice. Autre chose, avec la mise en place du cadre réglementaire, les tokens de merde ne seront pas listés dans les exchanges, ils n'auront pas la popularité de 2021. Vous pouvez les avoir sur les DEX, mais il sera plus facile de voir quand ils n'ont plus aucune liquidité, aka des Ponzi. Ça veut dire concrètement le prix était monté, mais vous ne pouvez plus vendre parce qu'il n'y a plus la contrepartie pour sortir. Pour conclure, je pense qu'Ethereum et son yield de staking sans risque vont définir la nouvelle base de rendement de ce super cycle. Tout ce qui génère moins de revenus réels que ceci n'aura aucun intérêt et sera vendu contre de l'Ether. Voilà, c'est dit. Je vais donc essayer d'argumenter par rapport à tout ça avec des éléments donc un petit peu plus structurels, macroéconomiques et surtout, on va dire, des modèles économiques qui ont déjà fait leurs preuves. Je vais essayer de vous expliquer tout ça en parallèle, comme d'habitude, avec la structure financière du monde actuel. Je vous rappelle, on ne renverse pas la table avec la crypto, on ne fait que remplacer ce qui existe déjà. Et on va probablement avoir énormément de similitudes avec l'architecture précédente. Toujours, on hybride le système existant et ça rime systématiquement avec ce qu'on avait déjà avant. Donc on va utiliser ces comparaisons ici. Évidemment, disclaimer, je ne connais pas l'avenir plus que quiconque, donc comme d'habitude ici on est dans la prospective, dans le débat d'idées, et surtout, comme je vous dis, on essaie d'avoir des idées rationnelles et on essaie de les ancrer dans le réel avec des modèles, et évidemment, on n'oublie pas qu'un modèle, ça prend du temps, on ne peut pas timer les marchés avec de la valeur. Voilà, c'est tout. Bref, ceci dit, donc sur ces notions-là, allons-y. Donc récapitulatif de ce qu'on a dit dans la V1 de l'émission, les éléments à tenir sont donc, enfin les éléments qu'on va reprendre ici sont au nombre de 2. Donc je vous rappelle, pour moi il y a une vraie relation de force entre Ethereum et Bitcoin, c'est là que va se jouer pour ma part dans les prochaines semaines la validation ou l'invalidation de certains de mes modèles, mais comme d'habitude, je vais vous les expliquer avant. Le but pour moi, c'est pas d'attendre d'avoir raison pour dire là, c'est de vous expliquer ces modèles avant et après on laisse le marché décider si oui ou non il me donne raison. Ok, donc le principal truc à retenir, c'est donc que Bitcoin, depuis pratiquement très longtemps, je vais me mettre en log ici pour qu'on puisse en avoir la vision, d'accord? C'est même en fait la première fois depuis 2011 que Bitcoin installe une clôture trimestrielle, et en plus à l'époque ça n'avait pas été le cas, vous voyez, la clôture trimestrielle, donc là où ça fait un petit cran, n'avait pas été faite sous la moyenne. Donc en fait, ça n'est jamais arrivé depuis toute l'histoire du Bitcoin, c'est la première fois qu'il a tenu une clôture trimestrielle en dessous de sa moyenne 20. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est un détail pour tout le monde, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Non, je déconne. Mais voilà, en tout cas, c'est simple. Ça veut dire, pour ma part, je pense qu'effectivement, Bitcoin, non seulement, je vous l'ai dit sur le cycle précédent, a dévié fortement des modèles fondamentaux
basé sur le stock to flow, donc c'est-à-dire que ce n'est plus aujourd'hui la rareté numérique des 21 millions de bitcoins qui drive son prix, ça n'a plus rien à voir. C'est donc très probable que les cycles de halving n'aient plus du tout le même effet qu'avant. Ça veut dire l'effet de dilution du supply sur bitcoin a clairement été invalidé sur le cycle précédent et pourtant tout le monde semble s'en contrefoutre. Le deuxième élément, comme je dis, c'est donc la cassure de ces moyennes de long terme. Par cassure, j'entends bien qu'elles sont toujours orientées à l'achat, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Bitcoin n'est pas prêt d'être un actif baissier. Mais il s'agit de dire, pour ma part, jusque-là, le narratif, c'est de comprendre, donc Bitcoin avait donc deux forces motrices, trois en fait. Il avait sa réduction de supply, son adoption croissante, et surtout, ne pas oublier, parce que pour moi c'est l'élément factoriel de 2021, le débasement de son dénominateur, dollar, euro, peu importe. Toutes les monnaies fiat, en fait, ont été imprimées dans des quantités astronomiques en 2021, ce qui ont causé donc en partie, en plus de l'adoption et des réductions de supply, cette forte hausse du Bitcoin en 2021. On l'a dit, aujourd'hui, on est dans un environnement stagflationniste, enfin très probablement, il manque encore une légère confirmation avec un nouveau cycle de reprise inflationniste et un maintien des taux d'intérêt élevés qui vont donc comprimer complètement les rendements dans l'économie. Ce qui nous confirmera normalement la stagflation. C'est-à-dire qu'on devrait voir maintenant le chômage augmenter alors que l'inflation restera élevée. Bon bref, si on reste dans ce schéma donc stagflationniste, dans la stagflation, dans la période stagflationniste, il n'y a pas du tout d'impression monétaire, ou alors elle est ponctuelle et elle ne reviendra jamais au niveau de ce qui a déclenché la stagflation, concrètement l'impression Covid. Donc il y aura probablement de l'impression monétaire, oui, mais clairement pas dans la mesure de ce qu'on a connu avant. D'accord ? Donc il faut faire très attention. Il y aura probablement dilution de prix sur ce cycle, il y aura aussi réduction du supply, mais les halvings réduisent de plus en plus l'effet de cette réduction de supply. Donc on sait qu'aujourd'hui, le halving, c'est plus vraiment ça qui va driver Bitcoin. C'est plutôt l'avancement de son cycle d'adoption. On l'a dit, le cycle d'adoption de Bitcoin, c'est un cycle qui va se déployer sur 30 à 50 ans. On en est déjà à plus de 10 ans aujourd'hui, mais on en est encore loin de l'arrivée. D'accord ? Donc, évidemment, disons qu'on a fait une bonne partie du chemin, mais il en reste encore beaucoup. Et l'adoption, c'est long et c'est lent sur Bitcoin. Donc, moi j'ai l'impression que ce qui s'est passé en 2021, c'est surtout la surspéculation du débasement en dollars, avec de l'adoption et évidemment la réduction du supply. Maintenant, il y a le cas Ethereum. Comme on l'a dit, on n'a pas de signe de faiblesse ici, absolument aucun. Au contraire, on a même plutôt le signe que quelqu'un est en train d'émerger dans tout ça. On l'a vu, structure de tendance alternative en vague 5 étendue. Et ce qu'on sait de ces structures, c'est que la structure de tendance dans une vague 5 étendue va se produire dans la fameuse vague 5. On sait que la vague 5 va donc casser le prolongement linéaire des deux sommets précédents, d'accord ? Et on sait aussi que c'est donc le cycle étendu, c'est-à-dire que c'est un cycle qui aura une structure de prix excessive, mais c'est celui qui va chercher le point B, c'est-à-dire la valeur finale de cette tendance. C'est-à-dire qu'on est toujours, a priori, dans la zone A. Okay, la zone de valeur B se situe forcément plus haut, hein, c'est l'intérêt d'une tendance, déplacer la valeur d'un point à un point B, et la structure qu'on utilise ici est une vague 5 étendue. Voilà pourquoi j'argumente déjà pour dire, je pense qu'Ethereum nous envoie le message que déjà lui n'est jamais passé sous sa moyenne, et que en revanche, lui a une structure bien connue qui est celle donc de deux cycles consécutifs hausse plus baisse qui se constituent avec un overlap. Il faut revenir visiter le niveau de breakout du premier range ici, ce qui a bien été fait, et dorénavant maintenant, tous les éléments sont là pour une vague 5 étendue. Ça restera potentiel bien entendu, tant que cette structure ne casse pas l'ancienne ATH, tout ceci n'est que spéculation. Mais ce que je peux vous dire avec certitude par contre, c'est que si Ethereum casse les 5000 $, pour ma part, en termes de stratégie, ça déclenchera le plan vague 5 étendue, c'est-à-dire effectivement une vague plus longue en durée et en amplitude. Je sais que la vague 5 étendue est aussi excessive, c'est-à-dire que je m'attends évidemment à des fins ici très spéculatives qui peuvent aller, encore une fois, aussi haut que l'imagination d'un être humain. Mais on sait aussi que ces vagues 5 étendues se retournent généralement en V-top, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont trouvé leur maximum, elles se retournent, mais elles reviennent chercher la fameuse troisième borne. C'est-à-dire qu'après, ce n'est pas un crash. Beaucoup de gens vont probablement dire « Ah, ça y est, Ethereum est monté trop haut, ça crash ». Non, ça va s'installer dans la zone de valeur B, et ça y restera, puisqu'encore une fois, c'est associé à de la valeur. Pour les raisons qu'on avait donc précédemment évoquées, c'est-à-dire tous les éléments aujourd'hui d'une rupture technologique sur Ethereum sont là. On atteint aujourd'hui des niveaux de compression très intéressants avec les technologies Zero Knowledge qui permettent en fait d'utiliser la sécurité du Layer 1 tout en héritant évidemment d'une partie de la Data Availability aussi,
mais sur des layers 2, c'est-à-dire dans ce cas-là, on obtient un effet multiplicateur de la capacité de sécurisation du réseau principal. C'est un peu cette vision modulaire, multicouche, de la couche de consensus, et derrière, on a effectivement des couches de data availability sur des layers 2. Donc très intéressant effectivement par rapport à ce truc-là, et ça, effectivement, c'est comme une rupture technologique de capacité de sécurisation pour un réseau, ce qui est le business model d'Ethereum. Je vous rappelle, Ethereum sécurise, c'est tout ce qu'il fait, il n'est pas là pour faire de la scalabilité ou des trucs comme ça. Ça, c'est les layers 2 qui s'en chargent. Mais si on a bien donc cette rupture technologique de la capacité de sécurisation et donc de collatéralisation de risque de Ethereum, bah normalement, ça va soutenir la fameuse vague 5 étendue. C'est-à-dire, normalement, avec cette rupture technologique, on doit théoriquement casser le point haut. Je vous rappelle, si je prends l'ère de ces trois modèles, c'est-à-dire la hype, qui est toujours là depuis 2018, mais qui ne reviendra jamais à ces niveaux-là, il y a l'adoption qui avance et qui va arriver dans la phase un petit peu plus intéressante, c'est-à-dire la phase d'adoption mainstream d'Ethereum. On l'a dit, celle-ci, elle est plus lente, mais c'est aussi là que les plus grandes parties des capitaux arrivent. C'est pas là, encore une fois, que la dérivée de croissance est la plus rapide, mais c'est là, par contre, que la croissance en termes de pourcentage sera la plus grande. Ok ? Donc c'est vraiment important, c'est de dire, en fait, ici, je vais vous remettre le modèle, pardon. Hop, voilà, c'est histoire qu'on ait quand même un peu de visuel. Donc ne pas oublier que ça, c'est la phase qu'on vient de passer sur Ethereum, après les innovateurs, d'accord. Donc en fait, c'est de comprendre, ici, vous avez un rythme de croissance énorme. C'est-à-dire vous passez de 2,5 à 13,5 de plus. Donc en fait ici c'est pas 13,5, donc ici c'est 16. Donc vous passez de 2,5 à 16. Ça fait 500%, enfin x 5, x 6 en termes de rythme de croissance. C'est-à-dire qu'ici en fait, quand vous avez X personnes, vous aurez 6 fois plus de personnes ici. Okay, là, ici, vous allez voir le rythme de croissance ralenti, puisque là, on passe donc de 16 à 16 plus 34, autrement dit 50. Donc là, on voit que c'est plus la même chose. Là, on est à peu près sur 3 fois plus. C'est pas fulgurant. De 5, on passe à 3. Donc le rythme de croissance ralentit. Et comme je l'ai dit, les marchés traitent surtout le rythme de croissance. Donc la dérivée du prix va être plus lente sur ce cycle en termes d'adoption. Mais par contre, on passe de 16 à 35% en termes de capacité d'absorption du réseau. C'est-à-dire que c'est là qu'il y a le plus de gens qui vont rentrer. Alors la late majority en fait rentrer tout autant, mais comme on l'a dit ici, le rythme de croissance est carrément baissier, donc il faut faire attention. Là, on ralentit le rythme de croissance, mais il y a toujours croissance. Là, on sera en stagnation, puis en régression avec les laggards. Ce que ça veut dire théoriquement, et ce que vous devez retenir de ce truc-là, c'est qu'effectivement, on rentre dans la phase où la croissance en termes de capital va être la plus grande, mais le nombre d'utilisateurs, pas forcément. C'est-à-dire, il y a clairement une hausse significative du nombre d'utilisateurs, mais c'est quand même beaucoup moins que ce qu'on a connu avant. Et comme le marché trade les rythmes de croissance, il va y voir le ralentissement du rythme de croissance. Mais le rythme de croissance est toujours, bien évidemment, à la hausse. Donc ça ne peut pas faire baisser les prix. Donc les prix vont clairement monter, mais on l'a dit, c'est toujours important de comprendre que c'est une autre classe de gens qui arrivent. Quand on est dans l'early majority, on n'est plus dans les visionnaires avec des effets de levier, des rythmes de croissance qui sont en croissance, c'est-à-dire croissance du rythme de croissance. Là, ça n'arrive plus. Là, ici, on va avoir juste un rythme de croissance, mais en ralentissement par rapport au rythme de croissance précédent. D'accord ? Ça, c'est important. Ça monte toujours, mais ça veut dire la dérivée seconde n'est plus, elle aussi, en croissance. Elle va être en ralentissement. Ok. Très important que vous compreniez ça. Mais on va compenser ça par normalement des ruptures technologiques dont on a toute l'évidence aujourd'hui en regardant la scalabilité des layers 2. Donc normalement, Ethereum retourne en ATH et comme on l'a dit, c'est une vague 5 étendue. Ça veut donc dire qu'ici, on devrait avoir le fameux super cycle dont je vous parlais. C'est pas « Wouh, to the moon, bro !» parce que je pense que c'est l'erreur qui est commise aujourd'hui. Beaucoup de gens se disent « c'est Bitcoin qui drive le marché, cycle des halvings tous les 4 ans, etc. » Bon, je pense que c'est faux et je vais essayer d'argumenter pour ça. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs éléments. Déjà, le ratio stock-to-flow n'est plus suivi par le marché aujourd'hui. La déviation montre clairement que ces modèles ne fonctionnent pas. Et que d'autres métriques ont pris en place pour le pricing du Bitcoin, et notamment la dépréciation monétaire et on va dire, des rythmes d'adoption beaucoup plus lents au fur et à mesure que l'adoption de Bitcoin grandit. Donc, désolé. Et puis la réduction du supply, son effet sur le prix, est évidemment donc diminué de moitié à chaque halving et est amené à terme à devenir quasiment négligeable. Donc on fait attention, ça change par rapport à Bitcoin. Et sur Ethereum, tous les éléments ici invitent à dire si on a rupture technologique, c'est une vague étendue qui va se produire. Le temps de cette prise de rupture et derrière d'installation de la tendance en conséquence.
La vaccin qui est tendue dure normalement plus longtemps, et donc étendue. Donc attention, ça me laisse à penser qu'il est fort probable qu'en fait, entre aujourd'hui et la fin de ce cycle, qui pourrait être théoriquement, on va dire, pour moi, en termes de cyclicité, de l'ordre de 2032, il est fort à penser qu'en fait, Ethereum mette ce temps-là, se lance dans ce cas-là dans un super cycle. Énormément de monde sont aujourd'hui en mode « Ouais, super, Ethereum va délivrer des rendements du futur et on va se retrouver dans la stratosphère ». C'est possible, encore une fois, la spéculation n'a de limite que de l'imagination. Mais d'un point de vue, on va dire ici, déplacement de valeur, je pense qu'il faut être prêt à subir le fameux super cycle. C'est-à-dire, en soi, s'il est fort probable que ce cycle ne s'interrompe pas, qu'il ne soit plus cyclique par rapport aux 4 ans de Bitcoin, qu'il soit drivé par Ethereum, de par la structure qu'Ethereum prend actuellement. Ok? C'est hyper important que vous compreniez ça, à mon avis. Maintenant, ça, c'est la base de mon raisonnement. Quelle serait éventuellement l'invalidation? Ce serait clairement de voir un ratio Ethereum-Bitcoin constituer un sommet descendant validé. Pour ça, il faudra installer des clôtures sous la moyenne. Installer des clôtures, ça veut dire là, au 31 décembre, il faudrait à l'heure actuelle clôturer sous les 0,038 en termes de ratio Ethereum-Bitcoin. Bon, clairement, ça semble mal parti pour ça, mais restons ouverts. D'accord? Il faudrait clôturer vraiment sous ce truc-là, et pas juste venir clôturer ici. Il faudrait clôturer dessous. Évidemment, dès Q1 prochain, cette moyenne est ascendante, le contexte l'est également, donc pareil, c'est-à-dire il faudrait maintenir du 0,40. Pour ma part, si on a effectivement cette invalidation, c'est peut-être que mon scénario de Ethereum lead le cycle avec son super cycle, évidemment, sera invalidé. Je l'ai dit, à partir de là, c'est important. Un plan, il doit être construit sur une logique et il doit avoir une invalidation. Voilà pour moi ce qui sera signal de cette invalidation. Comme on l'a vu, attention, pour ma part, il faudra peut-être une confirmation 2 fois. C'est-à-dire que si on venait ici, qu'on clôturait proche de la moyenne, d'accord, on voit que ce n'est pas dramatique non plus si elle est récupérée et qu'on repart derrière. Donc attention, ce ne serait pas une invalidation juste en un cran. C'est de dire, voilà, si vraiment on s'installe durablement sous cette moyenne, là, pour moi, ce sera le signe que mon narratif n'est clairement pas le bon, tout simplement. Donc comme d'hab, je ne connais pas le futur, c'est très important de s'arrêter là-dessus. Maintenant, si je construis pour donc essayer de donner de la légitimité à ce scénario, pourquoi il aurait des chances de se produire plus que raisonnables, parce qu'il résonne très très significativement avec la méthodologie que utilise aujourd'hui notre système financier. Ça, je fais référence à cette chose-là, que normalement aussi vous connaissez très bien, qui est donc de dire on a très bien identifié Bitcoin ici, et Ethereum serait potentiellement en train donc de confirmer son entrée en termes de collatéral de dette. Par un collatéral de dette, j'entends donc de dire il doit y avoir une énorme liquidité, bon c'est clairement le cas d'Ethereum, et les comportements des collatéraux de dette, donc aujourd'hui on parle des government bonds, et donc des treasuries et tous ces trucs-là, la dette d'État, qui ont un supply dynamique, c'est-à-dire il y a effectivement émission et remboursement de dette, donc on a un supply dynamique. Bon, généralement, effectivement, on émet beaucoup plus de dettes qu'on ne la rembourse, en tout cas c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui, et plus évidemment cette dette est demandée, plus, d'accord, son rendement baisse. Ok, c'est hyper important. Le modèle économique de ce truc-là, c'est donc de dire, tout comme Bitcoin est une Universal Unit of Account, enfin l'or est une base unique de valorisation, d'accord? On a ici ce qu'on appelle Time Deferred Money, c'est-à-dire c'est un intermédiaire financier qui permet de financer des dépenses futures. C'est donc ce qu'on appelle un collatéral, c'est de dire je vais te permettre de créer de la monnaie et en collatéral de cet emprunt, c'est de l'Ethereum qui sera probablement mis en garantie. C'est-à-dire qu'il est donc associé à un taux d'intérêt, et ça c'est ce qu'on avait dit, c'est très important. La caractéristique technique d'un collatéral de dette, c'est qu'il a effectivement un prix d'entrée très élevé, d'accord ? Peu de gens peuvent participer à ce système de yield primaire, d'accord ? C'est hyper important. Le supply est très largement distribué et en général, cet actif suivra des cycles de dette, c'est-à-dire plus la dette est demandée, plus évidemment le prix de cette dette monte et son rendement baisse. C'est donc en fait ce qui est important de comprendre, c'est la relation de corrélation inverse qu'il y a entre le prix et le rendement. Plus le prix monte, plus le rendement doit baisser. D'accord ? Le prix monte relatif à la demande et le yield baisse donc quand on a une demande forte. C'est comme ça que fonctionnent les bons du trésor américains et européens, etc. C'est très similaire en fait chez Ethereum. Quand on regarde Ethereum, c'est exactement ça. Plus on va avoir besoin de financement dans l'écosystème crypto, plus l'Ethereum va être collatéralisé pour ses crédits. D'accord ? Et effectivement, demande égale, normalement, le prix de l'Ethereum devrait monter très fortement, et évidemment, son rendement chuter.
c'est pas mal, puisqu'effectivement, on a commencé à voir le rendement chuter de l'Ethereum depuis l'arrivée du Proof of Stake. Aujourd'hui, on est sur des rendements stabilisés à 3,50, sans compter évidemment la MEV et autres effets folkloriques qui viennent avec la production des blocs. Donc, il s'agit de dire, si on prend en compte le MEV, on est sur du 5%. Et donc, si vous avez compris ce mécanisme, si on est bien parti pour un super cycle, ce que je dois voir se produire, c'est donc une hausse du prix et une baisse du rendement. On l'a vu, on a déjà trouvé un premier crossover sur cette pourcentage de 3,5% au niveau d'Ethereum, qui est relatif au modèle qu'on a vu ici, c'est-à-dire ce fameux moment où on a croisé l'offre et la demande en équilibre à nouveau après l'arrivée du Proof of Stake sur Ethereum, c'est-à-dire que, on va dire à la mi-octobre, là où nous avions obtenu donc un rendement un rendement à la mi-octobre, donc d'à peu près 3,50, d'accord. Et comme vous le voyez aujourd'hui, ce rendement est en train de remonter, d'accord. Donc là, on doit voir normalement au début de ce cycle, quand on va vraiment entrer en été, d'accord. Normalement, on doit voir ce rendement de nouveau entamer une chute, au moins vers les 3,50, voire peut-être même baisser dessous. On parle donc, on l'a dit, du rendement nominal, non maximum extractable value et tous ces trucs-là. Okay, on ne parle pas non plus de réhypothécation avec Eigenlayer ou dans le Cosmos avec Lido. Tout ça, évidemment, font partie des rendements qu'on pourra obtenir en ajoutant du risque. Là, je parle bien du rendement sans risque. C'est de dire, encore une fois, si vous avez un validateur Ethereum, le risque, c'est zéro. Enfin, à moins que vous ne sachiez pas faire tourner un ordinateur. Donc, c'est juste ça qu'il faut dire. Voilà. Avec un tout petit peu de connaissances techniques, un validateur, il n'y a aucun risque. Voilà, pour faire simple. Donc, c'est l'équivalent de ce rendement sans risque. Ce que ça veut dire surtout en termes économiques, c'est que voilà comment fonctionne l'économie aujourd'hui. C'est de dire, effectivement, tout fonctionne sur la dette, pour les raisons qu'on a évoquées. C'est-à-dire qu'un système financier basé sur une monnaie dure, c'est un système financier non efficace. Encore une fois, beaucoup des bitcoins maxi plaident pour un retour à l'or. Je vous rappelle que l'économie à l'époque de l'or, elle était éminemment moins performante que l'économie financière qu'on a aujourd'hui. Je ne dis pas que l'économie financière d'aujourd'hui fonctionne bien, parce qu'elle est évidemment manipulée, c'est-à-dire que l'accès au crédit est tout sauf libre et égal. C'est effectivement, certaines personnes ont droit à des crédits illimités, d'autres pas du tout, ou alors avec des taux dans la stratosphère. Certaines personnes n'ont même pas du tout accès au crédit dans certains pays, ce qui est quand même, encore une fois, dramatique. Donc, c'est là où on a besoin d'un système de crédit décentralisé, et c'est donc Ethereum qui en définirait le base risk, c'est-à-dire en finance, on utilise toujours pour référence le taux à 10 ans du pays dans lequel la sphère monétaire se construit. Donc le leader monétaire, c'était le dollar jusqu'à maintenant, depuis pratiquement toutes nos vies à nous. Donc, voilà, depuis X années, en tout cas moi depuis autant de temps que j'ai vécu, et que probablement vous aussi, c'est le 10 ans américain qui définit ce base risk. Pourquoi 10 ans 10 ans parce qu'en fait c'est la durée moyenne des cycles de dette depuis effectivement l'ère américaine. C'est-à-dire qu'on a des cycles d'endettement, donc on a dit croissance de la demande, puis derrière baisse de la demande, voire destruction de crédit, donc construction de réduction du montant des crédits octroyés, ce sera la même chose pour Ethereum, encore une fois, sauf qu'Ethereum a carrément une relation économique inférieure, c'est-à-dire que Ethereum, encore une fois, a une fonction ici de consommation. Comme on l'a dit aussi, c'est la même chose. Là, quand vous empruntez de l'argent à l'État américain, vous faites forcément quelque chose avec. Je vous rappelle que de base, l'argent sert à consommer. Donc là, le but, c'est de dire, vous permettez des emprunts qui vont servir à la consommation, et plus la consommation dans l'économie est élevée, plus le gaz d'Ethereum est consommé, plus évidemment la demande en crédit augmente. Le rendement baisse et le prix monte. C'est exactement ce que fait Ethereum. Et on a ces cycles de 10 ans. Donc, pour l'instant, partons du principe que le cycle économique cryptocurrency se base sur les 4 ans du halving. C'est une hypothèse. Dans ce cas-là, on aurait effectivement un cycle fulgurant sur l'Ethereum, puisque cette fois, il va jouer son rôle de collatéral économique. Mais là où je pense que beaucoup de gens se trompent, et c'est toute la base de mon argumentaire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de lien de corrélation entre la cyclicité du produit collatéral, de la base de valeur, donc l'or jusqu'à Bretton Woods, et la demande en crédit. La seule corrélation qui existe entre ces deux modèles-là
date de 1971 et de la disparition de l'étalon or. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une fausse corrélation. Cette corrélation, elle n'aura jamais lieu dans les cryptos parce qu'il n'y aura jamais de lien entre Bitcoin et Ethereum, si ce n'est l'arbitrage Ethereum-Bitcoin. Mais c'est tout. Encore une fois, on vit dans un monde aujourd'hui où il n'y a plus d'indexation de valeur alors qu'on a un collatéral de dette. Donc, moi je dis souvent, c'est juste qu'il y a quand même cette corrélation qui existe, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est surtout effectivement lié derrière à la peur du défaut américain. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu ce souci-là, parce que les États-Unis étaient clairement la puissance dominante sur le plan économique, mais aussi sur le plan militaire. Aujourd'hui, on sait bien que ce n'est plus le cas. En tout cas, il y a des concurrents qui sont tout aussi puissants que les États-Unis. Donc, c'est là où ça commence à poser problème. Et c'est là où on voit justement les fameux cycles de crédit qui se décorrèlent de l'or. Et oui, là, théoriquement, avec la baisse des prix des bons du Trésor et la hausse de leur taux d'intérêt, du coup, normalement, on aurait dû voir l'or exploser. Or, ce n'est pas le cas. Alors, il y a plusieurs personnes qui disent que c'est parce que Bitcoin prend sa place, mais je n'en suis pas si sûr. Je pense surtout qu'en revanche, justement, c'est le signe que beaucoup de choses ne se passent pas comme prévu et qu'effectivement, on revient peut-être sur des fondamentaux un petit peu plus sound money. Ce rationnel-là, si on le met dans les cryptos, d'accord, il s'agit donc de dire cette corrélation n'a pas de sens. En soi, Ethereum n'a pas du tout besoin de suivre les cycles de halving de Bitcoin, qui de plus en plus, on l'a dit de toute façon, ont de moins en moins d'effet sur le prix du Bitcoin lui-même. Le cycle d'endettement n'a rien à voir et n'a pas de corrélation directe avec le cycle de stockage de valeur monétaire. Non monétaire, pardon. C'est-à-dire vraiment la base de valeur, comme on l'a dit, quand on échange ces monnaies en or, d'accord, et quand on emprunte, et quand on a des cycles de crédit et donc des cycles d'endettement. Donc, pour ma part, c'est de dire attention, parce qu'encore une fois, l'économie, c'est-à-dire tout ce qui se trouve après, dans notre modèle de valeur, j'entends bien. C'est-à-dire tout ce qui se trouve après le collatéral de dette, ce qui permet donc les money multipliers, l'équivalent des banques qui vont octroyer des crédits à la consommation et aux entreprises, ça se trouve en fonction du collatéral de dette. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il y a corrélation entre les cycles d'investissement et les cycles de dette. Donc il faut faire très attention. Il faut faire vraiment très attention. Okay, c'est-à-dire qu'en soi, aujourd'hui, l'économie crypto, donc les entreprises de la crypto ou les consommateurs, donc les utilisateurs, on va dire, et les relais d'investissement, c'est-à-dire donc les hubs type Cosmos, Avalanche, Polkadot, Solana, etc., ces hubs de service provider, entre guillemets, en soi, il s'agit de comprendre que du coup, eux, ils vont surtout dépendre du cycle de dette. Il y a un lien de corrélation évident et historique sur ces deux-là, puisque les cycles sont plus courts. Donc, il y a un lien économique et il y a une cyclicité historique visible dans les données, qui permet ici de dire, il est pratiquement certain qu'en revanche, les money multipliers, les Solana et les Cosmos, etc., vont être corrélés au cycle de dette. Ils vont avoir une corrélation avec Ethereum. Mais Ethereum n'a pas à avoir de corrélation avec Bitcoin. Donc attention, encore une fois, je pense que c'est ça qui risque d'invalider le ratio Ethereum-Bitcoin, déjà, dans un premier temps. Mais ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que dans le prochain cycle économique, d'accord, les seules choses qui vont survivre, elles vont être basées sur ce rendement à faible risque d'Ethereum. Et c'est là où je veux en venir pour dire, vos shitcoins, ils vont pas pumper en fait. C'est pas possible. Ou alors ils vont pumper, mais en mode artificiel, c'est-à-dire avec aucune liquidité derrière. Vous pourrez toujours revendre 50 $ de token, mais il n'y aura pas plus, il n'y aura rien en termes de liquidité sur les DEX. Vous ne pourrez pas avoir l'exit liquidity, etc. et tout ça. Ça ne marchera pas. Parce qu'encore une fois, dès que du capital va être aggloméré dans cette économie, du capital non productif, d'accord, de la mauvaise créance, immédiatement Ethereum sera le contrepartie. C'est-à-dire que n'importe qui possède de l'Ethereum pourra aller liquider les dettes à faible qualité dans l'économie. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, d'accord ? Si j'ai besoin d'argent, j'emprunte en collatéralisant de l'Ethereum et je vais liquider des dettes. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'économie actuelle, c'est comme ça que ça fonctionnera très probablement dans l'économie crypto. Les gens qui détiennent de l'Ethereum pourront à tout moment emprunter absolument ce qu'ils veulent dans l'économie. Et ils pourront liquider toutes les dettes malsaines qui circulent dans cette économie. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, au niveau de Bitcoin, on n'avait pas l'efficience financière d'Ethereum.
Bitcoin, c'était 10 minutes par bloc. Il faut attendre un certain nombre de blocs pour avoir une probabilité de non-réversion ou de non quoi que ce soit. Autrement dit, on ne peut pas utiliser Bitcoin rapidement dans l'économie crypto. Ethereum, ce n'est pas instantané du tout, puisqu'on l'a vu, l'instantanéité des transactions, c'est ça qui fera probablement gagner la fameuse money multiplier, raison pour laquelle je suis très maximaliste Cosmos. Mais encore une fois, Cosmos joue un rôle dans ce cycle-là, mais il n'est pas tout seul. Il n'y aura que Cosmos. On a besoin d'Ethereum qui a une forte capacité collatérale. On l'a dit encore une fois, rappelez-vous tout ce qu'il faut retenir de ces trucs-là. Ethereum, c'est high barrier to entry. Enormous liquidity. Ça vaut extrêmement cher. Tellement cher que la plupart des gens ne peuvent pas s'offrir une entrée dans Ethereum. Et ça, c'est très important de le comprendre. Si vous comprenez ça, derrière, vous comprenez que toute dette ou tout produit économique, d'accord, que ce soit un money multiplier ou une entreprise qui aura de la dette et qui n'aura pas une production de valeur au moins équivalente au rendement d'Ethereum, sera condamné à mourir. Je vais revenir là-dessus parce que c'est hyper important. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'économie réelle. Quand justement vos taux d'intérêt américains sont remontés, qu'est-ce que ça fait dans l'économie? Ça fait mourir tous ceux qui n'arrivent pas à produire 5% de rendement net sur l'année. Parce que concrètement, dans ce cas-là, leur dette, la qualité de leur dette se dégrade, puisque vous avez donc une dette sans risque qui rapporte X%. Et bien Ethereum, c'est ça. On l'a dit, Ethereum, ça rapporte 3,5 sur garantie par an. Si on prend en compte le MIV, c'est près de 4,5-5. On l'a vu, ce rendement va probablement chuter. Probablement à 2,5 en rendement net, plus 1% de MIV, on va dire 3,5. Donc, admettons qu'on reste sur ce fameux 3,5 de l'Ethereum. Bon, là, il faut me faire confiance. Ça veut dire que n'importe quelle entreprise dans l'économie ou n'importe quelle chose qui vient derrière, parce qu'encore une fois, les money multipliers n'échapperont pas à cette règle, si un money multiplier ne peut pas sortir plus de 3,5% de rendement net d'inflation, d'accord, je veux pas, donc par exemple, Cosmos, on ne prend pas les 19% de staking en rendement, c'est pas possible, d'accord. Le rendement net d'Atom, c'est 14% d'inflation, 19% de reward. Donc le rendement net, c'est 5%. D'accord? Donc il est impossible d'imaginer que Cosmos puisse briller devant Ethereum si son rendement net d'inflation n'est pas supérieur à ce que propose Ethereum. Ok? Il faut que vous compreniez ça, c'est hyper important. D'accord? Et par rendement net, j'entends aussi que le prix fait partie de l'équation, c'est-à-dire la hausse du prix, le delta sur, on va dire, un trimestre ou un an. Si n'importe quel projet crypto, d'accord, donc inflation comprise et rendement indirect compris, donc par exemple chez Atom, vous recevez un rendement net bénéficiaire si vous stakez, puisque vous recevez les revenus de staking de ceux qui ne stakent pas. Donc encore une fois, pareil, on fait attention à tout ça, c'est un ratio qui propose ce rendement net. Et à partir de là, si vous comprenez comment tout ça fonctionne, vous comprenez comment certains tokens sont voués à mourir, et particulièrement vos shitcoins, parce qu'ils ne proposent absolument aucun rendement. En fait, la plupart du temps, les rendements qu'on vous propose sur vos shitcoins, c'est de l'incentive. C'est-à-dire qu'on vous paye avec l'émission des jetons. C'est-à-dire qu'en fait, l'émission des jetons est supérieure à votre rendement réel la plupart du temps, voire la quasi-totalité du temps. Hors cas particulier de protocoles qui arrivent à générer des profits. Donc là, je prends par exemple DYDX, ça génère des profits, etc. Tout ça, on l'a déjà dit, c'est très facile à voir sur Token Terminal. Donc, tout ça, il s'agit de comprendre que maintenant qu'on a une base de rendement qui a une valeur collatérale éminemment supérieure à tout ce qui se trouve en dessous dans l'économie, en gros, maintenant qu'on a Ethereum, c'est plus possible, vos Ponzi. Ils vont pouvoir être liquidés immédiatement. Il faut que vous compreniez ça, en fait. C'est essentiel de comprendre que maintenant, Ethereum va avoir une force de frappe à horizon, évidemment, sa finalité, c'est-à-dire, il faut quand même quelques heures, mais quelques heures, c'est quoi dans un cycle crypto? Ça veut dire qu'en quelques heures, quelqu'un qui possède suffisamment d'Ethereum peut aller liquider toutes les mauvaises dettes de tout l'écosystème. Tous vos shitcoins dans les DEX, ils vont crever. Pourquoi ça a marché, vos shitcoins, en 2021? Parce qu'ils étaient listés dans les exchanges. L'exchange, encore une fois, c'est chiant, c'est une tierce partie. Ça veut dire Ethereum ne peut pas y accéder. Il doit d'abord être déposé dans une boîte noire dans laquelle on espère qu'on va pouvoir faire ci et ça. Là, c'est pas possible. Là, on parle encore une fois d'un DEX, c'est-à-dire que ça, une IA, elle va le voir.
elle sait comment fonctionne le DEX, elle peut voir quelle est la liquidité, elle peut mesurer tout ça. Autrement dit, des algorithmes vont se charger de ces arbitrages. Et moi, quand j'en vois penser qu'ils vont se laisser pump and dump, machin, etc., ouais, ça marche tant que vos tokens sont listés dans des exchanges. Alors, aujourd'hui, les tokens qui pump and dump sont surtout des tokens qui sont listés dans des exchanges de merde. Les MEXC et autres trucs du genre qui vont probablement tous mourir. Donc, je préfère que vous fassiez très attention, d'accord? Ces exchanges ont la qualité plus que douteuse. J'éviterai d'y laisser du capital personnellement. Et encore une fois, n'oubliez pas que par contre, tout ce qui sera dans les DEX à portée d'Ethereum, et pratiquement tout sera connecté à Ethereum via des bridges, sera attaquable assez rapidement. Toute mauvaise dette va être supprimée. C'est-à-dire tout truc qui génère des tokens ex nihilo, etc., machin truc chouette, on va les laisser vivre un petit moment, parce qu'encore une fois, ça ne veut pas dire que toute entreprise va forcément à zéro. Il y a forcément une phase de dette avant qu'il y ait production de valeur. Ce que je veux dire là, c'est qu'il y a une épée de Damoclès maintenant au-dessus de la tête de tous les projets crypto qui existent sur des blockchains où il y a des bridges sécurisés avec Ethereum. Parce que maintenant, à n'importe quel moment, si vous êtes sous-performant par rapport à Ethereum, vous allez vous faire dégommer. Ça veut dire que vous pouvez être performant pendant un moment donné, mais si vos rythmes de croissance sont de l'ordre de 6 à 700%, etc., vous faites des x6, x7, x8 en quelques semaines, encore une fois, tout être humain normalement constitué, c'est que ça s'appelle un schéma de Ponzi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va venir péter vos Ponzi très rapidement. Donc en fait, quand vous allez voir un x6, x7 sur un token, barrez-vous tout de suite, parce que là, vous savez que non seulement vous jouez contre la valeur temps, mais vous savez que c'est qu'une question de temps avant qu'Ethereum vienne vous liquider. Donc il faut arrêter vos conneries. Il s'agit de comprendre qu'en fait, toute cette valeur fictive qui va être créée dans vos shitcoins en pump and dump, elle va finir à un seul endroit, dans Ethereum. Parce que celui qui va venir vous attaquer avec de l'Ether, il ne va pas partir avec votre shitcoin à la fin. Il va venir liquider votre merde, piquer vos USDT ou Dieu sait quoi vous aviez mis dans la poule avec ça, et il va racheter de l'Ether avec ça. Donc en fait, toute la valeur de merde, toute la mauvaise dette, elle va revenir dans Ether. Et c'est ça, pour ma part, qui alimente le super cycle. C'est de dire, plus vous allez faire de merde, plus vous allez faire monter la valeur d'Ethereum. Ça ne veut pas dire qu'Ethereum va monter comme un shitcoin, je ne pense pas, puisque justement ce serait même plutôt dégradant. Un vrai collatéral de valeur, c'est peu volatile. Et c'est là où on comprend toutes les caractéristiques de ce truc-là. Pourquoi non seulement, à mon avis, les gens se trompent sur le ratio Ethereum-Bitcoin, pourquoi les gens se trompent sur la nature d'Ethereum également, genre Ethereum to the moon bro, non, ça va être très lent, mais ça va être unstoppable. Ce qu'on sait en plus, c'est que par rapport à la vague 5 étendue, ça risque d'être relativement lent au début et très accélérant sur la phase finale. Ce qui m'invite à dire donc, si vous espérez gagner énormément d'argent sur Ethereum à courte durée, c'est peut-être pas vrai. Si vous espérez gagner beaucoup d'argent avec Bitcoin, on l'a vu aussi, c'est peut-être pas vrai également. Si vous espérez gagner beaucoup d'argent avec des tokens, ils ont intérêt à le faire, mais pas trop, parce que s'ils le font trop, ils vont se faire dégommer et finir dans Ethereum. Il faut donc trouver le juste milieu du curseur de qui peut surperformer le rendement d'Ethereum avec de la valeur réelle, j'entends bien, de préférence. Et ces tokens-là, donc on l'a dit, c'est la hausse du prix plus le rendement primaire à prendre en compte. Si Ethereum monte plus vite que votre token qui a un rendement inférieur, votre token va à zéro. Il pourra survivre pendant un moment. Encore une fois, il y a toujours une valeur temps, c'est-à-dire qu'une entreprise peut être à rendement négatif pendant une durée, le temps de structurer un business model rentable. Mais n'oubliez pas que vous jouez toujours contre la valeur temps. Et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Que le prix d'Ethereum va monter et puis son rendement va monter. Et quand son rendement va baisser, mais il s'agit de comprendre que tout rendement net inférieur à ce que proposera Ethereum, on l'a dit de l'ordre de 2,5-3,5%, tout ça, ça va mourir relativement vite. La valeur temps jouera contre ces projets-là. Il va falloir délivrer et revenir au-dessus de cette courbe, où c'est évidemment, comme je vous l'ai dit, ça va être une attaque sur votre liquidité. C'est terminé. Ciao, bye bye. Ton token vaut rien, je préfère récupérer le peu que les gens sont encore prêts à payer aujourd'hui. Les pools vont se faire vider par des attaquants Ethereum. Donc, je vous dis de faire gaffe. Je connais quand même relativement bien la tuyauterie financière maintenant pour vous dire que ces mécanismes-là sont sans commune mesure extrêmement similaires aux mécanismes de liquidation financière du marché traditionnel. Pour vous dire qu'aujourd'hui, la maturité et la profondeur de marché d'Ethereum font qu'à mon avis, on est déjà suffisamment mature pour installer tout ça. Pourquoi malheureusement en 2021, on était peut-être un petit peu trop prématuré par rapport à ça? Parce qu'il n'y avait pas le Proof of Stake. Avec le Proof of Stake, Ethereum est aujourd'hui éminemment plus rapide.
Se connecter à Ethereum est éminemment plus facile. Et je ne vous raconte pas l'arrivée des light clients dans Ethereum. Parce que ça va faire très très mal. Non seulement ça va connecter la finalité instantanée de Cosmos, et là vous aurez un vrai système économique. C'est-à-dire que là vous aurez la chambre de compensation à l'intérieur de l'écosystème Cosmos, très probablement, ou en tout cas un consensus à finalité instantanée. Je n'en vois pas d'autre que le BFT, enfin que les consensus de type BFT comme Tendermint, pour l'instant. Voilà. Alors il y a évidemment le cas Solana, donc j'ai dit Solana c'est parfait parce que la croissance est supérieure. Je me pose toujours la question de la rentabilité réelle de cette blockchain. C'est-à-dire que je dis, est-ce qu'on va réussir à tirer des profits avec cet espace de bloc par rapport au coût de financement des validateurs? Il va falloir jouer entre scalabilité et décentralisation encore une fois. Les coûts sont clairement prohibitifs. Si on veut décentraliser, il faut donc multiplier ces coûts prohibitifs. Et ça, je ne suis pas sûr que les revenus arrivent à l'excéder pendant très longtemps. Je dis donc attention à Solana. Si le rythme de croissance actuel est maintenu, il y a plutôt intérêt à ce qu'il y ait une rupture technologique pour générer des revenus. Sinon, économiquement parlant, pour ma part, ça va squeezer et à un moment donné, tout ça, ça va finir dans Ethereum. Donc je dis toujours faire attention. J'ai très confiance dans la capacité de Solana à relever ce défi. Je dis juste attention à la spéculation. Si la spéculation sur Solana va trop loin, je sais où va finir cet argent. Ça va revenir sur Ether, ça va consolider et éventuellement on pourra recommencer. N'oubliez pas que dès que vous allez jouer contre un collatéral de dette, c'est impossible de gagner. Tout comme je vous dis souvent dans la finance traditionnelle, tout gérant connaît cet adage. D'accord ? Le seul marché qui ne ment pas, c'est le marché obligataire. Parce que mentir sur le marché obligataire, c'est s'exposer à énormément de liquidités en face de ta gueule. Donc il faut faire attention. C'est ça que je veux dire. Je vois beaucoup de Solana Maxi en ce moment. Ouais, Solana to the moon. Vous pesez même pas 22 milliards, les gars. Ok ? Donc il faut juste y aller tranquillou. Ethereum, c'est juste le mastodonte. Il peut vous écraser à tout moment. Donc, je pense que Solana a encore de la marge pour grossir. Mais attention à ne pas se rapprocher trop chaud du soleil. Voilà, c'est tout. Normalement, vous savez tout maintenant. Donc, c'est pas cracher sur Solana, je déteste ça en ce moment, l'armée Solana commence à se réveiller avec une virulence affligeante. C'est juste vous faire comprendre encore une fois que tous ces mécanismes-là existent dans la finance traditionnelle. Et que tous les gens qui ont toujours dit « ouais, mais tout ça, c'est bidon, on peut juste fermer ». Non, non, ils se sont toujours plantés. Le système financier, ça a quand même tenu extrêmement longtemps. Il est imparfait, certes, et Dieu sait que la version crypto sera bien meilleure puisqu'elle sera donc visible, auditable, immuable et incensurable, ou en tout cas très difficilement censurable, comparé à ce qu'on a aujourd'hui dans ce système, dans lequel, comme on l'a dit plus tôt, le principal problème, c'est que ce système fonctionne bien sur le papier, mais dans son extrapolation réelle, il ne délivre pas sur les promesses. Encore une fois, le crédit n'est absolument pas pricé correctement. Certaines personnes peuvent emprunter à des taux négatifs, alors que d'autres personnes empruntent à 30% par an pour une misère. Voilà, encore une fois, c'est dramatique. Certaines personnes n'ont pas accès au crédit alors qu'elles pourraient. C'est encore une fois ça le problème du système financier, et c'est ça que vient résoudre la cryptocurrency. Rien d'autre. D'accord ? Ethereum, c'est ni plus ni moins qu'un système financier qui n'a pas besoin de votre carte d'identité. Bitcoin, c'est ni plus ni moins qu'un lingot d'or numérique. Ça veut dire que la différence d'un lingot d'or, c'est que si jamais un jour on trouve une astéroïde où il y a 40 milliards de tonnes d'or dessus, le prix de l'or s'effondre. Alors qu'on ne trouvera jamais des bitcoins qui n'existent pas. Voilà pourquoi je pense que Bitcoin a plus de valeur que l'or. Mais en attendant, on connaît la quantité d'or à peu près disponible sur cette terre et on n'a pas encore trouvé d'astéroïde plein d'or à proximité et capable d'être miné. Donc pour l'instant, attention les gars. Bitcoin, je pense, gagnera inévitablement cette bataille, parce que plus la technologie avance, plus la probabilité de trouver de l'or va augmenter, et donc, à mon sens, évidemment, aujourd'hui, il vaut mieux avoir du Bitcoin que de l'or. Mais attention, encore une fois, ces cycles sont très très longs. L'adoption de Bitcoin, elle va mettre encore 40 ans. L'adoption d'Ethereum, à mon avis, elle va mettre 5 à 10 ans maximum. Voilà. Et elle a déjà bien commencé, et graphiquement, on en a tous les éléments. D'accord ? Donc ça ne veut pas dire qu'Ethereum ne peut pas rebaisser sur cette moyenne et revenir trader du 1000 $. C'est tout à fait possible. Encore une fois, s'il y a trop de gogoles qui achètent sous résistance, on peut tout à fait, via des effets de volatilité et de produits dérivés, se mettre à faire un repli. Par contre, à mon avis, attention. Comme je vous l'ai dit, les caractéristiques d'un collatéral sont déjà là sur Ethereum. Il ne manque pour ma part qu'un seul élément dans cette liste, le prix prohibitif d'entrée. Donc je vous l'ai toujours dit, je pense qu'Ethereum vaudra très très cher.
Ça ne veut pas dire qu'il va exploser d'un coup et que vous ne pourrez pas suivre. Ça veut juste dire que c'est plus que probable, non seulement, et que ça risque de coïncider avec la rupture économique, avec la rupture technologique de scalabilité. Et je vous l'ai déjà dit, cette rupture technologique, c'est le Proto-Dank Sharding. C'est la prochaine upgrade d'Ethereum prévue pour le début de l'année prochaine. Il est possible que le marché attende la délivrance finale pour voir. J'ai peu à penser que les développeurs d'Ethereum soient en train de raconter des conneries. Ils ne sont pas réputés pour chiller un truc qui ne fonctionnera pas. Donc attention, je peux comprendre que le marché attende, mais encore une fois, la réalité, c'est pas l'histoire de l'Ethereum ETF et ces conneries pour amuser les débiles. Le vrai enjeu d'Ethereum, c'est le Proto-Dank Sharding. Quand ce truc-là arrive, attention, si ça délivre dans la mesure de ce qui a été promis, je vois difficilement comment Ethereum ne va pas s'envoler. Voilà. En tout cas, par s'envoler, ça ne veut pas dire, encore une fois, que je prévois le timing du marché. Je ne sais pas. Je dis juste qu'il me semble plus que probable que la rupture technologique amenée par le Proto-Dank Sharding va être un déclencheur. C'est la raison pour laquelle, je vous l'ai dit, je n'attendrai pas que Ethereum donne des signaux de prix haussiers pour m'y exposer dessus. Je sais que le prix que je fallait payer, c'était 1000 balles. Et comme je vous l'ai dit, si la demande est supérieure à l'offre, il est impossible qu'on y retourne. Maintenant, si on se retrouve avec évidemment une demande spéculative et une offre disponible qui augmente, il est possible qu'on y revienne. Vous pouvez être sûr et certain que pour ma part, à 1000 $ l'Ethereum, je n'hésiterai pas à remettre de l'argent dedans. Voilà. C'est surtout ça que je voulais vous faire comprendre. Attention à tous les compétiteurs qui veulent avancer un peu vite. Ça peut durer un moment, mais il va falloir non seulement délivrer sur les promesses, parce que sinon la sanction, c'est que l'argent va revenir chez Daddy. Le message à comprendre, c'est que ce qui vaut pour Solana ici, et encore une fois, Solana a une très grande qualité technique, donc c'est clairement pas à court terme qu'une sanction pourrait arriver si la spéculation venait à aller trop loin. Mais tous les shitcoins. Le message que je vous envoie ici, c'est que vos petites pâquerettes dans le champ printanier, elles vont toutes mourir parce que cette fois, il n'y a pas la moindre chance que de faux arbustes soient créés. C'est ça que je voulais vous dire. D'accord ? Sur ce cycle-là, le moindre truc qui grossit au-delà de quelques centaines de millions, d'accord ? C'est des centaines de millions. C'est une centaine de millions qui seront une très belle opportunité pour les arbitrageurs Ethereum. Et croyez-moi, ils vont vous manger très vite. Parce que ces gens-là, c'est des professionnels, et je vous l'ai dit, dans le cycle d'adoption, c'est les professionnels qui sont en train d'arriver. Et si vous croyez que ces gars-là ne savent pas arbitrer, vous vous plantez. Alors vos dettes de merde et vos shitcoins, si vous les avez, c'est pas x10 qu'il faut attendre avant de take profit. Voilà le message. Allez, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. J'espère en tout cas que ce contenu éducatif vous plaît. Je ne connais pas le futur, comme je vous l'ai dit, et je le redirai jamais assez. Mais par contre, je connais un peu trop bien la finance pour vous dire que on a beaucoup avancé sur la maturité crypto. Bien plus que beaucoup ne l'imaginaient, et moi le premier. Par contre, on aimerait tous que ça se produise la semaine prochaine, mais encore une fois, entre 2021 et aujourd'hui, 3 ans sont passés et énormément de choses ont changé. Ne reproduisez pas les conneries de 2021, s'il vous plaît. Ciao, ciao!